Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, Maître Alidou Ouedraogo, ancien magistrat et avocat, un invité donc exceptionnel. Bonsoir Maître. Bonsoir Emmanuel. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, c'est le moment. Alors Maître, vous entrez à l'école primaire, en tout cas vous avez commencé l'école primaire en 1953, à l'école primaire régionale de Bimbili, c'est à Wayugia, Oui. où vous obtenez votre certificat d'études primaires. Nous sommes toujours sous la période coloniale, je l'ai bien dit en 1953, donc vous entrez à l'école primaire. Direction ensuite le collège moderne de Ouagadougou, où vous obtenez le brevet d'études élémentaires et secondaires, avant le baccalauréat au lycée Philippe Zenda Kaboré. Maître, on va s'attarder sur ce parcours primaire et secondaire. Oui. On a envie de savoir d'abord comment vous êtes entré à l'école, parce qu'on sait qu'à cette époque-là, il n'y avait que quelques chanceux qui allaient à l'école du Blanc. La plupart voilà, étaient plutôt voués aux travaux champêtres et autres. Oui. Racontez-nous comment ça s'est passé. Oui, en fait, je suis né d'une famille assez nombreuse et j'avais une tante qui avait été inscrite à l'école. Donc, on était, quand elle revenait, on allait avec elle, on regardait comment elle étudiait, tous ses consorts. Bon, jusqu'au jour où nous avons été inscrits, mon frère et moi, dans cette école. Je crois que mon frère avait 1 an de plus que moi. Et en fait, on a remonté mon âge et je suis rentré comme ça. Donc, je suis né en 46 et on m'a inscrit en 45 pour que je puisse aller avec mon frère aîné à l'école. Ok, donc on vous a vieilli d'une année. D'une année. Pour que vous puissiez aller à l'école. À l'école, voilà. À l'école primaire publique de Bimbili, une école assez célèbre où sont passés le général Lamizana, Sangoulé, Zoromé Malik, ainsi de suite, le Gérard Kango. Ce qu'il faut dire, c'est que votre papa était ancien combattant. C'est peut-être qu'il avait peut-être plus de clairvoyance que les autres. Oui, effectivement, il a crapahuté dans les Dardanelles, à Monte Cassino. Bon, et il est devenu coumier quand il est rentré, il a été démobilisé. Et effectivement, bon, il nous a inscrits à l'école comme ça. C'est vrai, il y avait d'autres qu'on inscrivait à l'école coranique. Mais nous deux, on nous avait inscrits à l'école du Blanc, comme on dit, dans cette école. Et nous étions très contents. Mais on ne savait pas pourquoi là-bas et comment ça devait être. On n'avait aucune notion de la vocation. Et on savait seulement qu'on échappait un peu aux travaux champêtres et à la coupe d'herbe pour nourrir le cheval du père. Ce qui n'était déjà pas mal. Oui, absolument. Bon, jusqu'à ce que, effectivement, on goûte aux joies du 14 juillet, ainsi de suite. Si bien que c'était une atmosphère très importante pour nous, puisque au fur et à mesure qu'on était dans cette école, on avait noué des amitiés. Il y avait les orphelins de guerre, puis capitaine d'Orange, qu'on a lié, qu'on venait en complet, tout ça et consorts. Nous aussi, on jalousait ces choses-là. Mais on allait à l'école, c'était comme un jeu. Puisque quand on revenait, on accrochait le sac et on jouait au clair de lune dans le quartier, on faisait des drapeaux, ou tout simplement, on ne savait pas picher, comme on dit. Mais est-ce qu'à cette époque, ce n'était pas aussi l'intérêt, parce que les conditions, à ce qu'on nous dit, étaient assez favorables. Quand on mettait un enfant à l'école, pratiquement tout était... c'est l'école qui donnait pratiquement tout. Oui, mais en fait, on n'avait pas la connaissance de ces distinctions. Parce que, bon, l'école, comme les quartiers pour nous, c'était des endroits pour jouer au ballon, pour jouer à sauter, tout ça et consorts. Et surtout, bon, on n'avait pas tellement conscience que c'était très important. Mais il n'y avait pas de coût. Ce que je vous dis, c'est que les parents n'étaient pas obligés, comme aujourd'hui, de payer la scolarité, ah oui, ça, c'est vrai. Voilà, de ça, payer des cahiers. Non, ça c'est vrai. Oui. Effectivement, on avait même des douches à l'école. L'après-midi, avant de rentrer dans la classe, on vous faisait passer à la douche. Mais sinon, ce n'était pas payant comme ça. Bon. Et on réussit à l'examen sans savoir quand est-ce qu'on les a passés, si c'était un succès ou pas. Mais c'était comme ça. Moi, j'ai appris que j'étais admis au certificat en revenant du champ. Bon, sans plus, j'ai sautillé avec mon camarade comme ça. Mais je ne savais pas que ça allait être très important pour moi. Donc, au collège, on a commencé à voir un peu
Et effectivement, ça a changé. Au BPC, c'était le 3 janvier 1966. Donc là, on nous a sortis après le petit déjeuner. On nous a jetés dans la rue contre le président Maurice Yaméouko. Donc on a su effectivement... Pour le soulèvement populaire. Le soulèvement populaire. Ouais. Donc à ce moment, ça a commencé à être sérieux. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au début, vous n'étiez pas burkinabé, vous n'étiez pas non plus voltaïque. Ah oui, parce qu'on était soudanais. Presque quoi. L'état d'esprit, tout ça est comme ça. Et c'était sous l'influence de l'école française. Et on fêtait bien le 14 juillet, la Tabaski, le Ramadan. Et on dit que c'est né d'ailleurs un jour de Tabaski. Et puis vous chantiez la Marseillaise. Ah, on chantait parfois la Marseillaise. Ouais, ça c'est vrai. Alors, maître, après le bac, quand on regarde le parcours pratiquement sans accroc, on peut le dire ainsi, sauf bien sûr pour le bac que vous avez dû passer en candidat libre. Oui. Voilà, expliquez-nous ce qui s'est passé. Pourquoi vous avez dû passer le bac en candidat libre? D'abord, on ne pouvait pas redoubler. Et moi, j'ai redoublé la première. Donc, on ne pouvait pas redoubler une troisième fois. J'étais obligé donc de m'engager dans une institution. Vous savez, un magasin qui vendait des chaussures Bata. Je me suis engagé là-bas pour vendre des chaussures et dire, en tout cas, il me faut quand même ce diplôme. J'ai commencé à faire cela à Ouaga. Puis j'étais affecté à Waïouia, dans mon village, et j'étais en charge de vendre des chaussures en gros et en détail. C'était des moments exceptionnels. Et je n'étais pas payé. Je profitais tout simplement de la lumière, de l'eau. C'est moi qui faisais ma comptabilité, tout ça, sans machine. Ça m'a valu d'ailleurs des ennuis à l'œil. Mais bon, c'était comme ça, je voulais. Et il y avait le Peace Corps à l'époque. Et il y avait 3 Peace Corps. Corps de la paix. Corps de la paix, qui avaient été recueillis dans notre maison. Et ils m'ont renforcé mon anglais. Et ça m'a aidé beaucoup au baccalauréat. J'ai fait une série philosophie, T.A.4 J'ai eu 19 en anglais. Ça n'a pas été très difficile. C'est comme ça que j'ai été admis au bac. Mais pourquoi vous n'avez pas arrêté? Parce que de ce que nous revient également à cette époque-là, déjà avec ne serait-ce que le CEP ou le BEPC, ben, l'administration publique vous ouvrait grandement les bras. C'est exact ce que vous dites, Emmanuel, parce que mon frère aîné est sorti au cours de ma deuxième année pour faire l'école rurale, pour enseigner à l'école rurale à Barilougo, à quelques 20 km de Waïouia. Mais bon, déjà au lycée, on avait noué des relations. Il y avait eu le 3 janvier, et quand ça devenait très sérieux. Et à ma troisième, j'étais le président des élèves et étudiants en vacances à Waïouia, déjà. Donc, dans cette atmosphère, on ne voulait plus arrêter. On enseignait même aux jeunes élèves en vacances. L'école, d'abord, on faisait du théâtre, on les enseignait, on les orientait, etc., etc. On avait donc, à partir de ce moment, envie de continuer, de devenir quelqu'un. On suivait même des conférences. Et les débats politiques, 56, 52, le MBDSP, l'Union voltaïque, au centre culturel de Waïouia, on suivait, on allait assister à des choses comme ça. C'était déjà les prémices de votre engagement militant? Non, mais... pas dans ce cadre, mais à partir de mon engagement dans l'association des élèves et étudiants voltaïques à Waïouia, là, ça a été un déclic pour moi. Puisqu'effectivement, le ministre de Bourawa, des Travaux publics, le ministre de Maurice Yaméouko et le ministre Maxime Ouedraogo avaient été congédiés du gouvernement pour avoir refusé le découpage électoral fait à la Haute-Volta, où Waïouia était rattaché au Bourikemde et Doli était rattaché à Ouagadougou. Ces deux ministres ont refusé et Maurice les avait chassés. Et j'avais fait une délégation de notre organisation pour venir demander au général Lamizana, au camp Guillaume, de libérer notre grand-père, notre père. Et nous avons obtenu gain de cause. Et Bourawa l'a retracé dans ses mémoires posthumes. Donc vous avez refusé de travailler. Est-ce qu'il n'y avait pas quand même la pression de la famille? Parce que c'est bon de s'engager, mais c'est toujours bon d'avoir quand même de quoi vous savez, nourrir la famille. Je suis né dans une famille polygamique et il y a beaucoup d'influences qui vous marquent. Dans la famille, il y a plusieurs manières de voir. Mais nous aussi, pour échapper soit aux travaux champêtres ou bien des choses comme ça, l'école était un refuge.
Donc on a vécu de cette pression et pour ou pour non, nous avons quand même été contents d'aller à l'école et nous n'avons pas désengagé depuis ce temps. Après le bac, vous prenez la direction de l'Hexagone, Oui. la France, pour la suite de vos études. Oui. À l'époque, comme je le disais, l'administration publique, vous avez refusé bien sûr de rentrer dans l'administration publique, mais de poursuivre. Et on vous retrouve en droit. Alors le droit pour vous, est-ce que c'était une évidence ou juste un concours de circonstances? Non, je ne savais même pas ce que c'était le droit. Je savais, il y avait dans la case de ma mère une photo de Paris Match qui relatait les accords d'Évian d'Alger. Et on entendait parler de la situation en Algérie parce qu'on avait un frère qui avait fait les Aurès, un autre qui a fait Dien Ben Phu à la suite de mon père. Donc c'était dans le flou comme ça qu'on suivait et en fait on ne savait pas que recouvraient les disciplines. Parce que d'abord, moi j'ai eu une bourse pour faire médecine en Union soviétique. Et j'étais au magasin Bata, c'est avec, comment on appelle ça, c'est Gérard Kango qui m'a mis là-bas. Donc on suivait et quand il a appris que j'avais, quand j'étais admis, mes camarades, comme les Gaëtan Ouedraogo, Bernard Ouedraogo, Diallo Isaac Issa, Nouhoum Ouedraogo, ainsi de suite, les Christian, les Marie-Rose, bon, on échangeait beaucoup. Et quand il revenait des vacances, moi je faisais mon bac candidat, il m'amenait des livres et on parlait de leur lieu d'études, la France, la Russie, l'Allemagne, tout ça comme ça. Alors que je me préparais à aller en Union soviétique, Gérard Kango m'a dit, non, c'est mieux mon fils que tu ailles en France, parce que c'est mieux. Parce que l'Union soviétique, vous ne connaissez pas, mais la France est nettement mieux. Donc il m'a fait obtenir une bourse fac. C'est ce qui m'a amené en France. Et même au niveau de Paris, je voulais aller à la Sorbonne. Parce qu'on a été influencé par Guy Zerbo, qui était un grand professeur d'histoire géo, qu'on écoutait aux fenêtres, tout ça et consort. Vous vouliez faire histoire? Histoire géo, histoire, pour ressembler à Guy Zerbo. Et en fait, je ne sais pas comment ça s'est passé. L'Office de coopération universitaire m'a affecté à Poitiers pour faire du droit. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé en Haute-Vienne pour suivre des études de droit. Est-ce que vous étiez déçu? Non, je n'étais pas déçu. Parce que j'ai pris goût. Dès la première année, je suis passé et je me suis inscrit en sciences criminelles en plus de mon cursus normal. Et j'ai réussi. Et je suis passé en troisième année. Et en quatrième année, ça a commencé à caler. Donc là, j'ai redoublé encore. J'ai repris. Mais j'ai dit, parce que j'avais un assistant qui disait que, parce qu'on s'était révolté contre les conditions de vie que nous imposait l'Office de coopération. Et on s'était révolté. On avait été punis. Et il y avait mon assistant, un nommé Debouy, qui m'a dit que les points levés là, on ne le fera pas ici. Et j'avais un ami. Vous étiez un agitateur? Pas un agitateur, on voulait la justice. J'avais un ami qui avait été expulsé de Dakar, qui est venu me rejoindre à Poitiers. Et on a eu un devoir de TD, en droit administratif, où j'avais eu 2. Et l'ami qui est arrivé, puisqu'on était dans la même classe, a eu 19. Bon. Non, j'avais eu 2. Ça, c'était la première année. La deuxième année, on a repris les mêmes exercices. Et je lui ai donné le devoir où j'avais eu 2. Et il a coupé la note de 19. Ça m'a conforté dans mon entêtement. C'est ainsi qu'on m'a inscrit à l'École nationale des impôts de Clermont-Ferrand en septembre. Et je n'ai été informé qu'en décembre. Que vous étiez inscrit à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand. Et quand je suis arrivé en France également, nous avons été reçus à Paris par les anciens, à Girando, non à Fessard, non Girando d'abord. Nous avons été reçus par les anciens. Nous avons donc perpétué cette tradition qui consiste à recevoir les nouveaux, à les informer, à les orienter, tous ces consorts. Et l'État, à l'époque, c'était le gouvernement de la Misana Gérard Kango.
Ils m'ont coupé la bourse. Donc ça crée un choc. Et je me suis mis à faire des tâches, la plonge, les vendanges, le gardiennage, décharger des locaux, tout ça comme ça, pour poursuivre mes études. Vous avez vécu ça comme une injustice? Ah oui, profondément. Mais déjà, il y avait l'AIVF, l'Association des étudiants voltaïques en France, et il y avait la Fédération des étudiants voltaïques en France. La FEANF. On avait développé des cercles, une solidarité. Même si vous n'avez pas votre bourse, vous étiez quand même à l'aise. Et c'est ainsi que j'ai pu faire mes études et consorts. Et en tout cas, en 1975, vous obtenez la licence voilà. en droit public à Poitiers. 1976, attestation de certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Là, c'est à Clermont-Ferrand. 1977, votre diplôme de la magistrature. Absolument. Et vous revenez au pays pour donc embrasser une carrière de magistrat. Et là également, quand je suis arrivé au Burkina, à Haute-Volta, pour cela, j'étais le premier magistrat qui n'a pas pu faire un stage dans la capitale avant qu'on me mette à Gawa, en pays Lobi. J'ai senti ça comme une injustice. Et je me suis dit, après tout, Gawa, c'est la Haute-Volta. Si je suis à Ouaga, je pouvais être à Douli, comme à Bobo, et je vais aller à Gawa. Et c'est là que j'ai passé 4 ans, je me suis marié, et j'ai eu ma première fille. Est-ce que vous estimez à l'époque là que c'était cette persécution, si on peut l'appeler ainsi en France, qui se poursuivait dès votre retour à Haute-Volta? Bon, ce n'était pas une impression, mais chez moi, je ne pensais pas avoir une tête de pintade. Mais je trouvais que ce n'était pas juste. Mais ce que je faisais était très sérieux et je devais le faire. Donc je n'ai pas pris ça comme pouvant m'arrêter. J'ai continué ainsi. Et effectivement, ça m'a coûté de la quinine, mais ça ne m'a pas découragé. Ouais. En tout cas, président de la section du tribunal de Gawa, vous l'avez déjà dit, président du tribunal de première instance de Fadangourma par la suite. Et ensuite, on vous retrouve donc 83 à 1985, président de la Cour d'appel de Ouagadougou et président des tribunaux populaires de la Révolution, les TPR. C'était une longue période, assez mouvementée, assez exaltante, mais qui valait la peine d'être vécue. Effectivement, affecté à Gawa comme président de section du tribunal, chaque semestre, je faisais un rapport d'état sur l'état de la juridiction. Et mes rapports ont été donnés en exemple aux autres juridictions, etc. etc. Et j'ai eu à connaître un dossier d'un curé de Djebougou qui a percuté un paysan, qui l'a tué et il a pris la fuite. Bon, les gendarmes me l'ont amené en fin de journée, vers 17h. Je l'ai jugé, j'ai dit, bon, en pays Lobi, le curé c'est comme un dieu. Comme on était à l'approche de Noël, je ne veux pas vous retenir. C'est un homicide involontaire. Retournez dans votre diocèse. Le curé est parti, c'était un samedi, et le dimanche, il a fait des prêches pour dire oui, on nous amène des communistes, des gens qui ne comprennent même pas nos réalités, ils nous traînent en justice. J'ai dit, la gendarmerie qui était mécontente de l'avoir ramené chez lui m'a fait un RAC, réseau administratif de commandement, sur les propos de ce curé, j'ai dit de me l'amener. Alors, ils me l'ont amené. J'ai eu toute la colonie chrétienne du sud-ouest, de Gawa et de Djebougou, à mon cabinet pour demander sa libération. Le cardinal Paul Zungrana a aussi intervenu et le ministre de la Justice, Bema Ouattara, a dépêché son directeur de cabinet, Jean Yalo, qui est avocat aujourd'hui, me convoquer au domicile de Sommeil-Orient à Djebougou. J'ai répondu non, je ne viendrai pas. Le monsieur m'a fait comprendre qu'il dépendait de ma carrière. J'ai dit non, ma carrière me commande de ne même pas répondre à cette convocation. Mais il y a rien qui m'avait pris en sympathie parce qu'il faisait des manœuvres dans la forêt de Batié. Et en fait, ils descendaient chez moi, les Sankara, les Blaise. Quand ils allaient en manœuvre, ils descendaient à ma résidence. Parce que l'aéroport était là. Il a dit non, mais le monsieur est très bien, c'est d'ailleurs mon beau-frère. Je n'ai rien à me reprocher. Mais de toutes les manières, moi j'ai retenu le curé.
Je le jugeais, je lui donnais 3 mois de peine. Prison. Voilà. Et 1 million d'amende pour la famille de dommages intérêts. J'étais affecté pour ça à Gawa, pour nécessité de service. C'est ainsi que je suis allé à Gawa. À Fada, vous voulez dire? Non, à Fada. À Fada. Où je suis resté jusqu'à la... D'abord, j'ai vécu le CMRPN à Fada, Césaire-Beau, et jusqu'à Conseil militaire du CSP, pour le redressement et le progrès. CSP1, CSP2. Conseil de salut du peuple, Voilà, donc sous on Jean-Baptiste rentrait Ouédraogo. déjà dans la tourmente en Haute-Volta. CSP1, CSP2, après Conseil national de la Révolution, Front populaire. C'est une période Tumultueuse. tumultueuse où j'ai été sanctionné, mais j'avais déjà créé le syndicat autonome des magistrats burkinabés. Ouais. On va y venir, maître. Voilà. Mais toujours est-il que, comme je l'ai dit, vous avez donc présidé les fameux TPR, les tribunaux populaires de la Révolution. Voilà, c'était sous même le à la CNR. même époque. Ouais. Voilà, donc 40 ans après, pratiquement aujourd'hui, quelle est la lecture que vous faites de cette expérience des TPR? Est-ce qu'on pouvait parler véritablement de justice? Ah oui, parce qu'en fait, prenez la France. Pendant la libération, il y avait les sections spéciales. Chez nous, nous étions des magistrats, nous avions un syndicat. On nous demandait de juger des personnalités qui, soi-disant, avaient détourné de l'argent, tous ces consorts. Et comme disait Sankara, ils étaient des voleurs de millions. Et vous vous contentez, vous, les juges, qui ressemblent à des guignols, à juger des voleurs de lunettes et de bicyclettes. Est-ce que vous pouvez les juger? C'est sous ce couvert-là qu'on a pris contact. Et un soir, avec Blaise, ils sont venus à mon domicile. Ils m'ont tenu sur langage. Et ils disent, nous voulons que ces gens soient jugés. J'ai dit, mais c'est des magistrats, ils feront leur travail. Et c'est ainsi que l'idée des TPR a été matérialisée parce que ce n'était pas nous qui l'avons inventé. Mais quand j'ai été approché pour juger le général Lamizana, j'ai réuni d'abord les magistrats de mon syndicat, le syndicat autonome des magistrats. À l'époque, le magistrat de troisième grade, deuxième échelon, était, et comme le président de la Cour suprême était membre de mon syndicat, je les ai réunis en un mois de février au palais de justice d'abord pour demander leur avis. Et ils ont dit non, c'est notre profession, on peut les juger. Donc, effectivement, c'était un tribunal d'exception. Est-ce que vous n'aviez pas le sentiment qu'on veuille vous utiliser, la Révolution voulait vous utiliser à des fins, disons, de propagande révolutionnaire? Non, déjà j'étais pétri. Je n'étais pas quelqu'un qu'on pouvait manipuler. J'ai toujours gardé mon indépendance jusqu'au jour où je vous dis. Non, ce n'est pas eu ce sentiment qu'on voulait m'utiliser. J'ai fait ce travail avec conviction, en pensant que même dans toutes les circonstances, et en prêtant serment de servir le peuple, je devais le faire. Et finalement, vous acquittez le président Lamizana? Oui, et on rentre en juridiction. Et on pose nos conditions. Nous voulons que le tribunal soit composé de son président, qui sera en robe, de ses assesseurs qui seront en robe. À l'époque, mes assesseurs étaient Kambou Kassoum, l'actuel président du Conseil constitutionnel, et Mme Wilma Zenabou. Maintenant, les jurés, c'était des CDR. Et le tribunal ne connaissait pas d'avocat. Ça, c'est une faute. Ça montre que c'est une qualification qui nous met dans les tribunaux d'exception. Mais ils ne connaissaient pas non plus de parquet. C'était le président, ses assesseurs, les CDR qui jugeaient. Et c'était au président de faire en sorte que la justice soit rendue. Et je pense que les TPR que j'ai conduits ont été donnés comme un modèle de juridiction qu'on pouvait appliquer en Afrique. Jusqu'après ça, j'ai reçu les félicitations d'Abdou Diouf, j'ai reçu les félicitations de Bongo, qui m'ont été transmises par les CNR. Et après ça, la Centrafrique a essayé de juger Bokassa. Mais nous, je n'ai pas eu l'impression que ça a été vraiment une justice d'exception. Mais dans les textes, effectivement, ça n'était ça. Puisque, oui. Il n'y avait pas d'avocat. Mais quand vous avez acquitté, parce que ce qu'il faut dire, c'est que le procès du président Lamizana a abouti donc à son acquittement. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est sûr que le CNR attendait
escomptait en tout cas voilà, ça, c'est vrai. une condamnation. Au 4e jour du procès, le ministre de la Justice du CNR, le magistrat Raymond Poda, est venu me tendre un papier. Comme quoi, à l'allure où on va, le président Lamizana sera acquitté. Or, il ne faut pas le faire. Parce qu'on ne peut pas être président et partir et être acquitté comme ça devant une juge. Je dis non. Avant que nous montions en audience, j'ai donné mes conditions. Une fois que le tribunal siège, on n'admet pas de pression, on n'admet pas d'intervention, tout ça et comme ça. Le tribunal fera son travail. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, le président Lamizana avait été accusé, paix à son âme, d'avoir détourné 44 millions de francs des fonds spéciaux. On a commencé à instruire et à un moment donné, le président a fait dire qu'en fait il était bien qu'on demande l'avis du peuple. C'était une idée intéressante. J'ai fait lancer un appel pour dire tous ceux qui ont eu un copec du président Lamizana n'ont qu'à venir le dire. Et j'ai commencé par le président Sankara, qui avait bénéficié de 400 000 francs comme ça pour acheter un groupe électrogène. Quand il était en campagne contre le Mali, la guerre du Mali, la deuxième guerre du Mali, je l'ai convoqué à venir témoigner. Il a envoyé son directeur de cabinet, tout son aide de camp, un nommé Ouedraogo Adama, je ne sais pas, c'est un officier qui est venu témoigner qu'ils avaient besoin de ce groupe-là aux environs du Djibo, parce que les Maliens avaient miné les terrains, il leur fallait ça. Bon, j'ai dit donc, j'ai défalqué ça. Et il y a eu un défilé du ministre, du directeur de cabinet, et même un jeune homme, Yogo, qui est président de la maison de l'entreprise, qui est venu témoigner que Lamizana était dans sa famille, il avait faim, lui il a approché, quand il sortait, il lui a donné une poignée d'arachide. Et on a fait le calcul, le tribunal. Au lieu de 44 millions, on a trouvé quelque chose comme 200 millions et quelques. Presque le quadruple de ce qu'on lui reprochait. À partir de ce moment, la justice était dite. Donc vous étiez obligé donc de l'acquitter? Pas obligé, on lui a rendu justice. Et cela ne vous a pas valu que des félicitations? Ah non, parce que le CNR n'était pas content. Mais Sankara m'a dit, ah, vous avez fini? J'ai dit oui, ah, c'est bien. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'au téléphone, quand je suis arrivé à mon bureau, bon, mais moi, quand j'ai reçu ces félicitations, ils ont dit, ah, vraiment, tu nous as sauvés, tout ça. J'ai dit non, on a fait que notre devoir, c'est la preuve effectivement d'une bonne justice peut vous servir à vous asseoir. Mais quel était vos rapports avec Thomas Sankara? Parce qu'on a l'impression que vous aviez quand même maille à partir avec la Révolution. Parce que quand elle est arrivée, vous avez mis des propositions. Vous deviez être ministre de la Justice, vous avez refusé. Bon. Ministre des Affaires étrangères, vous avez refusé. Oui. Selon vos dires, en tout cas, vous aviez du mal à composer avec des gens qui sont arrivés au pouvoir à l'issue d'un coup d'État. C'était des principes. C'était des principes. Et je suis convaincu que j'ai fait des études de droit, que j'ai prêté le serment dans ce cadre-là, et que quelle que soit la circonstance, je me dois d'être une conscience de la justice. Quand on a cette approche-là, on ne fait pas tellement de différence. Vous approchez les autorités comme vous approchez les kidam. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, entre le départ de ces Herbeaux, l'instauration du CSP1 et du CSP2, du CSP1 au CNR, ces jeunes officiers-là ont eu des problèmes eux-mêmes d'abord. Et le syndicat autonome des magistrats a pris toujours position contre le sort qui leur était fait dans le sens de la répression. Et même des membres de mon syndicat ont été amenés à démissionner quand effectivement on a libéré les dignitaires de la 4e République. Ils sont allés prendre les dossiers aux mains des juges et ils ont libéré les magistrats qui détenaient ces dossiers ont démissionné. Et ils ont reçu le soutien des syndicats.
Ça, ce n'était pas quelque chose qui était apprécié. Mais ministre des Affaires étrangères, c'était quand même prestigieux, Maître Ouédraogo. Bon, en fait, d'abord, quand nous avons eu un conseil supérieur de la magistrature le 27 juillet 1983. Et parce que nous avons protesté contre la libération des dignitaires de la 4e République et le sort qui était fait à nos collègues magistrats. Et en ce moment, Sankara était en résidence surveillée en face du stade qui est adossé au palais de Moro là-bas. Oui. Blaise était à Pau, Henri Zongo était au camp Guillaume et Lengani était à Dori, je crois. Mais nous avons refusé tout cela. Et le président Jean-Baptiste nous a convoqués pour demander quoi faire. Nous lui avons dit, mais vous étiez un régime. Si vous voulez vous asseoir et rendre justice, il y a des magistrats, c'est bien organisé. Vous contactez votre ministre de la Justice, qui contacte les magistrats, qui font le nécessaire. On ne peut pas aller, parce qu'on est supérieur dans la magistrature, aller prendre des dossiers comme ça, et puis poser des actes. Sans autre forme de procès. Voilà. Tout cela a été bien perçu par Sankara et consorts, puisque en fait, à l'issue du Conseil supérieur de la magistrature du 23 juillet, je suis rentré à Fada et j'ai retrouvé le commandant de la douane, un nommé Sankara Adama, qui était cousin Sankara. Il m'a dit, Sankara vous demande à Ouagadougou. J'ai dit, non, je viens de Ouaga, je ne peux pas retourner demain à Ouaga, mais la semaine prochaine, je reviendrai. Et quand j'irai le voir, et quand je suis revenu à Ouaga, cette semaine-là, c'était déjà le 1er juillet, quelque chose comme ça. Non, c'était le 27 juillet. Non, déjà, on était en... À quelques jours du 4 août. Du 4 août. Je suis allé lui rendre visite à son domicile, toujours à la cité, vers le stade là. Nous avons discuté, il m'a demandé pour me féliciter. Parce que compte rendu lui a été fait de notre conseil supérieur de la magistrature et ses camarades m'ont dit que j'ai eu ce comportement. J'ai dit, mais président, pourtant, on avait dit que s'il y avait une fuite, ce serait moi. Ah, il a dit, mais ça, vous savez ce que c'est que notre pays. Oui. Et il y avait des gens qui étaient allés faire le compte rendu. Et il m'a accompagné, il a dit, ah, nous allons faire un coup d'État. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, moi, ce n'est que mon code pénal. Il a rigolé et je suis parti. Donc tout ça, ça les a vraiment galvanisés. Ouais, prédisposés. C'est pour ça que certainement après on vous a proposé ces postes. Et dès le 7 août, il m'a convoqué au Conseil de l'Entente. Nous avons échangé pendant 2 heures. Il m'a monté le facsimilé de son gouvernement. Et il disait que ses camarades ont dû me nommer ministre de la Justice. J'ai dit non. Nous n'avons pas fait cela. Notre engagement pour servir dans le gouvernement. Et personnellement, je ne peux pas accepter ce poste, puisque c'est un coup d'État militaire, l'obéissance kadhafiste. Et non, je vous remercie. Non. Ce qui était courageux. En tout cas, ensuite, il y a eu les TPR. 1985, vous êtes suspendu. Oui. Parce qu'entre-temps, vous avez eu donc des difficultés avec le régime de la Révolution. Vous êtes suspendu avec 21 autres magistrats pour activité syndicale. Suspendu, licencié ma tête mise à prix. J'étais obligé de rentrer dans la clandestinité pendant 2 ans et demi. Votre tête était mise à prix? Oui. Et le capitaine Pierre Ouédraogo avait donné l'ordre de tirer sur une voiture, même si les gens devinent, à travers mon ombre ou quelque chose que je suis dans la voiture, de tirer. Et il y avait des magistrats au palais qui disaient que si même ma silhouette planait au palais, il fallait tirer. Nous faisons nos AG entourés des CDR de la justice et vraiment des CDR de la ville. Tout cela à cause de vos activités syndicales? De l'activité syndicale, qui était en fait très simple et patriotique. Parce que quand Sankara a convoqué le pays pour donner son avis sur l'entrée de la Haute-Volta au plan d'ajustement structurel, mon syndicat a été le premier à dire non. Il ne faut pas aller au plan d'ajustement structurel. Regardez l'exemple du Mali, regardez l'exemple du Zaïre. Est-ce que vous n'étiez pas un contre-révolutionnaire? Non, ce n'était pas le mot. Parce que
à l'époque, même si vous étiez de droite et que vous levez la main contre le régime en place, vous êtes un communiste, vous êtes un contre-révolutionnaire. Est-ce que vous voyez? Et vous êtes un populiste, un anarcho-syndicaliste qui empêche la marche radieuse de la révolution. C'est sur ces points-là que nous avons été effectivement suspendus, licenciés. Donc, je n'étais pas un contre-révolutionnaire. Okay. J'avais mes idées, j'étais simplement un magistrat, un républicain. Clandestinité, suspension, licenciement. Finalement, vous reprenez service après octobre 87, après bien sûr l'arrêt brutal de la Révolution. Vous êtes conseiller juridique du président de la République, le président Blaise Compaoré. Pour vous, est-ce que l'arrêt de la Révolution était un soulagement? Bon, je ne peux pas qualifier ça de soulagement. Hein, c'était un ouf, parce qu'il y avait eu trop de mal, il y avait eu trop de dégâts qui ont coûté des vies humaines. Et ça, je ne supporte pas. Moi-même, si je ne me suis pas retrouvé mort, je pense qu'on a arrêté des mains à plusieurs reprises où on avait donné ordre de me liquider. J'ai perdu des camarades, j'ai perdu des amis dans cette histoire-là. Est-ce que je n'ai pas vu ça comme un soulagement? Parce qu'en fait, ils étaient confiants, ils étaient forts de ce qu'ils faisaient. C'était des justicialistes, c'était des gens qui avaient lu leurs livres à l'envers. Surtout, ça, ce n'est pas la révolution. Est-ce que vous voyez? Puisque, en fait, Mitterrand aurait confié que le régime l'aurait approché pour lui demander de les aider à rentrer au Fonds monétaire, au plan d'ajustement structurel. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, est-ce que vous comprenez? Entre-temps, par exemple, on a vu le président Jean-Baptiste Ouédraogo qui a sorti sa vérité sur la Révolution. Ça lui a valu une volée de bois vert, beaucoup de critiques. En fait, c'est la liberté d'expression. Au temps où Jean-Baptiste était au pouvoir, vous ne pouvez pas sortir un tel livre. Ça vous valait la mort ou bien la disparition. Donc, en fait, je pense que l'opinion publique devait comprendre. Parce que dans un état de droit, la liberté d'expression est sacrée. Donc, le livre de Jean-Baptiste, c'est un témoignage. Comme je témoigne sur votre plateau aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce témoignage vous vaille les mêmes critiques que ce que le président Jean-Baptiste a subi? Mais moi, j'ai introduit une communication plainte contre la haute volonté du CNR devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour les violations massives des droits humains. Ma plainte a été instruite pendant 20 ans. Je l'ai introduite à Nouakchott et le verdict a été donné à Kigali. Il est disponible. Il est contenu dans un rapport du MDSP de 2002. Et l'arrêt est clair. La haute volonté a été condamnée à réparer les torts faits aux uns aux autres qui ont coûté des vies humaines, etc. Le document est sur ça. J'ai même déposé un document au Ascou en ce moment même. Voilà. Pour réclamer justice. Pour réclamer justice. En tout cas, vous êtes président de la Chambre administrative du Conseil d'État et de la Cour suprême jusqu'en 1992. Tout ça, c'est après la Révolution. 1999-2004, vous prenez une disponibilité. Et justement, en 2004, on va aller rapidement, vous démissionnez finalement de la magistrature pour la profession d'avocat sous la contrainte. Alors racontez-nous ce qui s'est passé. On vous a demandé, semble-t-il, à l'époque de choisir entre vos activités syndicales. En fait, c'est dans la trame de ce que j'ai développé jusque-là, depuis que je suis rentré des études, à la fin même du Front populaire, je n'ai jamais eu de répit. Mon téléphone était sur écoute. J'étais souvent arrêté, libéré certainement, humilié. Et parfois, mais quand on a voulu toucher à ma famille, j'ai refusé. J'ai expulsé mes enfants qui ont fait les études à Dakar, puis en France, etc. etc. Donc, c'est... votre question, c'est... C'est votre démission de la magistrature sous la contrainte. Voilà. Et puis jusqu'au jour où le ministre de la Justice, Badini Bourema, m'a convoqué pour me dire que le président Blaise lui a demandé de me faire revenir au palais pour reprendre ma robe parce que je ne restais pas le droit de réserve. J'ai dit, mais Badini, tu es trop petit, il ne faut pas dire au président Blaise que je ne vais pas revenir au palais.
sous ces conditions-là. Parce que j'ai vu l'avantage, les bénéfices dont a bénéficié mon peuple à travers la création du SAMAP, à travers la création du MBDSP, à travers la création de l'Union interafricaine des droits de l'homme, à travers la création du collectif contre l'impunité, à travers la création du RENLAC, à travers la création de l'organisation contre l'impunité antipersonnelle. Tout ça, cela, nous l'avons fait dans le cadre de la société civile. Et ça profite au pays. Ça renforce le pays dans ses bonnes intentions. Si c'est ça, je vais vous donner ma démission. C'est ce que j'ai fait le soir. Et quand vous faites 10 ans dans la fonction de magistrat, vous pouvez, le barreau vous est ouvert. C'est dans ce cadre-là que j'ai démissionné en 2004. 2004. Voilà, et en fait, quelques mois après, j'ai prêté le serment d'avocat. Et vous êtes inscrit au barreau. Voilà. En tout cas, votre engagement militant cet engagement militant a marqué toute votre carrière depuis 1983. Secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Burkina, SAMAP, vous l'avez dit. 89-2007, président du mouvement du burkinabé des droits de l'homme, le MBDHP. 98, président du collectif des organisations démocratiques de masse et des partis politiques visant à faire la lumière sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, un collectif qui, on peut le dire, a mis à rude épreuve donc, le régime Compaoré. Est-ce que, à cette époque-là, quand vous étiez président de ce collectif, vous aviez toujours le sentiment de faire dans les droits humains? Est-ce que vous n'étiez pas dans l'arène politique un peu? Non. En fait, je vous ai dit à quel prix j'attachais la liberté d'expression. À quel prix j'attachais la liberté tout court. Le journaliste Norbert Zongo était un jeune héros, un de vos collègues, qui a fait preuve de ce qu'il savait faire, qui attirait l'attention du pouvoir sur un certain nombre de défauts, de déni de justice. Tout le monde connaît l'indépendant. C'est-à-dire le sort qu'on lui a fait subir, c'était révoltant. C'était imprescriptible. Donc au-delà de la lumière, vous n'aviez aucune intention de faire tomber le régime? Non, parce qu'en fait, dans la société civile, de ma conception, la société civile ne peut pas être un mouvement contre le pouvoir. Ça doit être un mouvement contre le pouvoir. Mais vous aviez des partis politiques à vos côtés, de l'opposition en l'occurrence. C'est ensemble, parce qu'ils ont adhéré à notre plateforme de société civile. C'est dans ce cadre qu'on a lutté, qu'on a travaillé, effectivement, jusqu'à ce qu'on organise cette journée de pardon. Qui n'a pas donné les résultats escomptés. Qui n'a pas abouti, ouais. Tout simplement parce que le président Blaise Compaoré n'a pas voulu qu'on en diffuse les résultats. Ouais. Mais vous n'étiez pas engagé donc, dans un combat politique, mais on vous a toujours accusé d'être proche du PCRV, par exemple, le Parti communiste voltaïque révolutionnaire. Est-ce que c'est vrai, maître? Oui, avec mon itinéraire, mon engagement, j'ai parcouru le monde entier. Je suis parti en Asie, je suis parti en Amérique, je suis parti en Europe. J'ai rencontré des dirigeants d'organisations, j'ai rencontré des chefs d'État, j'ai rencontré des partis politiques. Il y a une anecdote. Vous savez que le président Kabila est passé à Ouagadougou. Il m'a rendu visite à l'UDH. Vous savez que Bernard Kolela est passé à Ouagadougou, il m'a rendu visite à l'UDH. Est-ce que vous voyez? J'ai été reçu à l'Élysée à l'occasion de la décoration d'honneur d'un ami. C'est pour dire que quand vous voyez un tel individu, il est la quintessence d'une philosophie qui est fait de telle manière que vous ne pouvez pas le classer. Il faut l'accepter parce qu'en fait, il y a des résultats, il y a des faits. Mais vous ne répondez pas à ma question, maître, le PCRV. J'en viens. Okay. Moi, j'étais, dans ce sens, j'étais conseiller du président Ben Bella pendant 8 ans à Genève. Est-ce que vous voyez? Bon. C'est dire que le PCRV, c'est un parti communiste clandestin. Comment voulez-vous que je vous réponde? C'est un parti politique clandestin. Mais je lisais les tracts du PCRV. De Boukparga. De Boukparga, comme tout le monde. Et effectivement, j'appréciais. Parce que c'était la vérité. Mais quand vous dites que vous appréciez ça, ceux qui sont au pouvoir disent que vous faites partie de ce parti. Mais ils ne m'ont jamais vu avec la carte du PCRV, ni à un congrès du PCRV.
Ah oui. Maître, c'est un parti clandestin, donc il n'y a pas de congrès. Ah oui. Aujourd'hui, le Burkina est engagé dans le processus de la réconciliation. On en vient aux questions plus actuelles. C'est l'une des grandes priorités du président Roch Kaboré. L'expérience a déjà été tentée, vous l'avez dit tantôt, sous Blaise Compaoré, mais n'a pas produit les résultats attendus, notamment cette journée du pardon. Selon vous, déjà dans ce processus-là, quelles sont les erreurs à éviter? Dans le processus de la réconciliation nationale, je pense que le président Roch a affiché la couleur lors de la campagne électorale. Et c'est un monsieur qui, dès son arrivée au pouvoir, a montré qu'il était doué d'une ouverture et d'écoute qui ne font pas douter de son engagement en appelant les Burkinabés d'aller à la réconciliation nationale. Moi, je pense que j'apprécie ça et je pense que c'est un exercice qui est possible, qui peut être fait. Il faut tout simplement qu'on écoute la population, qu'on jette un œil sur notre passé, les 14 ans de régime militaire qu'on a traversé, tout ça comme ça, le mal qui a été fait aux uns aux autres, les blessures profondes, pour accepter effectivement aller à cette réconciliation. Parce que je dis... Mais dans ce processus, maître, la question fondamentale, quelle est la place de la justice? Parce qu'il y a le triptyque vérité, justice, réconciliation. Quelle est la place de la justice et quelle justice? Mais c'est la voie. C'est la voie parce qu'il y a des exemples de par le monde. Vous prenez au Rwanda, j'ai connu le Rwanda, j'ai prévenu les Rwandais du génocide en 2012 à l'occasion d'une mission pour évaluer... En 92 peut-être? En 92, pour le génocide des Bagoué. Je suis revenu en 1994, j'ai même initié des projets pour le Rwanda. Il y a eu l'Afrique du Sud, il y a le Libéria, il y a aussi... Non, c'est-à-dire... la réconciliation nationale prend place dans un contexte où effectivement il y a eu des dénis de droit, il y a eu des choses impardonnables, il y a eu des choses très graves, et il faut trouver le chemin. Et le chemin tracé, vérité, justice et réconciliation nationale, et moi j'ajoute réparation, est le meilleur. Mais la justice, est-ce que c'est la justice classique? La justice classique, c'est ce que vous appelez la justice classique. Pourquoi? Parce que nous avons la matière. Le Ashkroun a rassemblé des dossiers, a étudié des dossiers, jusqu'à 5000 dossiers. Ça est là. Ces dossiers sont composés de dossiers de crimes de sang, c'est composé de crimes économiques, sont de dossiers délictuels, et de simples voies de fait, tout ça comme ça, d'un certain nombre de choses qui ont opposé les uns et les autres. Et pour aller à la réconciliation, il faut tenir compte de cela. Et nous avons les structures pour les dépouiller. Il y a la justice. Nous avons une organisation judiciaire aujourd'hui qui ne baisse pas sa tête dans la sous-région. C'est une justice indépendante. Mais est-ce que la justice classique n'a pas plus pour but de condamner, en tout cas de sanctionner, plutôt que de... Mais vous parlez à quelqu'un qui a eu à juger un président, le président de la Mizana. C'est dans le cadre d'une justice classique, ou bien d'exception même. Mais c'est jugé le président de la Mizana, je l'ai acquitté en dévers du régime et pour la justice, dans le cadre de la justice. Certains demandent une justice transitionnelle. Oui, c'est possible. Parce que les dossiers fonciers, vous savez qu'il y a une structure qui s'appelle une structure de conciliation et de négociation. En fait, ces dossiers-là peuvent être versés devant ces structures qui sont au niveau de nos régions. Et nous avons effectivement, nous avons aussi des magistrats qui sont affectés dans les tribunaux pour défendre l'État. Ils peuvent connaître de ces dossiers-là avec la société civile, c'est-à-dire les religieux, les chefs coutumiers, tous ces consorts. Ils peuvent dépouiller ces dossiers. Est-ce que vous voyez, les trucs de voies et fait, on peut effectivement, les gens qui se sont frappés, des familles qui se sont attrapées, ça peut être résolu au niveau du quartier. Mais le dossier criminel, il faut les juger. Et justement, parlant de dossier criminel, le dossier criminel cette semaine est marqué par la mise en accusation
de 14 personnes, dont l'ancien président Blaise Compaoré, dans le dossier Sankara. D'abord, comment vous avez accueilli cette décision qui est ultime avant l'ouverture d'un procès éventuel? Je vais vous raconter une anecdote. Un soir, j'étais chez moi. J'ai reçu le président Sankara et le président Blaise Compaoré. Ils se sont ouverts sur leur volonté d'épurer les dossiers criminels, des détournements de fonds économiques, tout ça et consorts. Et c'est l'origine des tribunaux populaires de la Révolution. Et de fil en aiguille, je me suis vu désigné pour juger le président de la Lamizana. Ce sont eux, ils l'ont accepté, c'était sous leur gouvernement. Et j'ai jugé le président de la Lamizana. 16 herbos est passé. Est-ce que vous voyez? Des officiers supérieurs sont passés. Mais bon, ceux qui ont la chance de survivre aujourd'hui sont là. Ils sont devenus des opérateurs économiques, ils circulent. Est-ce que vous voyez? Donc pour vous, le président Compaoré ne devrait pas avoir peur de la justice? Non. En fait, moi je pense que c'est une aubaine. Parce qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur l'assassinat de Thomas Sankara? Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté? La triste chose est que le président Sankara a été assassiné. Et c'est dommage. Et c'était, je répète encore, c'était un justicialiste. Il croyait à ce qu'il faisait. Il a créé des changements dans notre pays, comme le président Blaise Compaoré aussi. Est-ce que vous voyez? Donc, le président Blaise Compaoré, quel que soit ce qu'on lui accuse, quelle que soit la gravité, je pense qu'il devrait, en tant qu'officier, en tant qu'ancien président, en tant que citoyen, comparaître devant cette juridiction. C'est l'occasion de dire ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Et justice sera rendue. Mais comme lui l'a fait juger ses pairs d'antan. Certains estiment, notamment le chef de file de l'opposition politique, par exemple, il a émis des réserves après cette mise en accusation, estimant qu'on ne peut pas parler dans le même temps de réconciliation et de mettre en accusation. Donc, au regret de ne pas suivre cette vision, je peux dire que en fait, c'est la réconciliation qui a commencé avec la mise en accusation du président Blaise et de ses 14 compagnons. S'il va devant la justice sera dite. Qu'est-ce qu'on dit? Justice, vérité, justice, réconciliation. Il faut que les autres aussi y passent. On dit, oui, il y en a qui ont été tués sous Sankara, tout ça. Les gens n'ont qu'à présenter des dossiers. Les juridictions devront les connaître, se prononcer dessus. Affaire Nézien, affaire quoi. C'est des crimes. Est-ce que vous voyez? Il faut les vider. Il faut les vider, on peut les vider. À titre personnel, Maître Halidou Ouedraogo, qu'est-ce que vous attendez de ce processus-là? De réconciliation. Moi, j'espère et je souhaite qu'il aboutisse. Parce qu'il peut consolider la démocratie du Burkina Faso, qui a vu le jour avec l'insurrection, mais après l'insurrection, le premier régime de droit dirigé par le président Roch Kaboré. À titre qui a été personnel. renouvelé. J'ai dit mon opinion personnelle. Oui. Non, ce que je vais dire à titre personnel, parce que vous estimez que vous avez été également une des victimes de l'histoire du Burkina. Moi, je demande qu'on exécute la décision de la Commission africaine des droits de l'homme qui condamne la Haute-Volta sous le CSP pour ce qui a été fait aux uns aux autres. Moi, j'ai une décision de justice, j'ai demandé qu'on exécute tout simplement. Parce que, vous voulez vous demander des réparations? Mais bien sûr, je me suis adressé à tous les tribunaux du Burkina, aussi magistrats et avocats que je suis, mais mes demandes ont été rejetées, mon dossier a été réduit dans les tiroirs, jusqu'à ce que j'ai cette décision internationale. Est-ce que vous voyez? Et si nous sommes partis de l'Union africaine et de la Commission africaine des droits de l'homme, j'ai déposé ce dossier et je demande réparation. Donc, j'espère que c'est un processus qui va aboutir et qui va aider à réparer des torts faits aux uns aux autres. Quand vous parlez de réparation, c'est quelle nature? Est-ce que c'est pécuniaire? Est-ce que c'est des excuses? Vous attendez à quoi exactement, Maître? D'abord, passer par la justice, c'est déjà une réparation. Est-ce que vous voyez? D'abord, recevoir le pardon de celui que vous avez
traumatisé, c'est déjà une réparation. Sans compter que toute réparation n'est pas pécuniaire. À chaque fin d'année, le président du Faso décore des gens. Et c'est parmi des milliers de gens qui sont contents d'être décorés. Et il faut que ça ait une signification. Les martyrs de coup d'État échoué du général Diengéré peuvent être décorés de titres de grand officier de l'État, pourquoi pas? Est-ce que vous voyez? Les gens peuvent... Vous voulez qu'on vous décore? Je suis décoré. J'ai été décoré. Je suis officier de choses qu'on appelle. De l'étalon? Pas de l'étalon, mais de la distinction passée. Je suis officier de l'ordre national. De l'ordre national. Mais bon, je pense que si on me décore encore, je serais content. J'ai d'ailleurs une rue à Ouagadémil, la rue Maître Alidou Ouedraogo. Et je m'en réjouis. Maître, l'une de vos grandes épreuves également, ça a été le crash de Air Algérie 2014. Une dure épreuve, vous avez perdu une personne chère, votre fille en l'occurrence. Alors aujourd'hui, l'enquête a été menée. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vos zones d'ombre ont été levées? Oh, assurément non. Au même titre que les 27 familles burkinabés qui ont été endeuillées, les 50 familles françaises qui ont été endeuillées, et les 166 familles qui ont été endeuillées n'ont pas trouvé gain de cause, n'ont pas trouvé la vérité dans ce crash abominable. Parce que si on remonte, il s'est dit qu'au niveau de la France, le dossier ne peut pas être clos. Au niveau du Burkina, nous avons opté pour des négociations. Et ça aboutit, toutes les familles ont été indemnisées. Mais ce qui reste, c'est qu'on ne connaissait pas la vérité. On vient de connaître la vérité. L'avion avait un moteur qu'il fallait remplacer. L'équipage devait être recyclé. Le commandant de l'avion n'était pas seulement en retraite, mais il suffisait d'insuffisance. Son adjoint était une monitrice de galerie populaire, etc., etc. Et ce n'est pas... il y a toujours des zones d'ombre. L'avion, on dit même que l'avion a été abattu en Gossi, qu'on a refusé son atterrissage. Bref, en fait, si les familles ont été dédommagées, l'argent ne redonne pas les victimes. Et je pense que c'est dommage. Vous voulez encore la vérité? On veut la vérité. Et je crois qu'elle est en train de venir. Il faut se féliciter et féliciter l'État burkinabé d'avoir donné une sépulture aux 166 victimes en érigeant une stèle à la cité en deux. Et ça, c'est en l'honneur du Burkina. Et ça rassure les familles. Et ça console, en fait, les États qui ont perdu les leurs. Maître, pour finir, une dernière question internationale avec l'acquittement de Charles Blé Goudé et de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Après 10 ans de processus où on est passé par tellement de péripéties, pour vous, cet acquittement, est-ce que c'est un échec de la justice internationale? Est-ce que c'est un mauvais présage pour l'avenir de la justice internationale? Au contraire, cet acquittement semble remettre en place la vocation de la CPI. J'étais personnellement à Rome pour écrire les textes de la CPI. Les États africains ont participé massivement, l'ont accepté. Mais très vite, on a cru et on a vu qu'en fait, c'était une justice qui était appliquée aux Africains surtout. Et que de par le monde, il y avait des situations inacceptables. Et les premiers procureurs de Campos et ma sœur Ben Soudan n'ont pas écouté la voix de la justice. À tel point que je suis amené à dire que l'acquittement de Blé Goudé et de Laurent Gbagbo est une occasion pour redorer le blason de la CPI. Celle qui vient de prendre la place de Spatou Ben Soudan, elle vient d'Amnesty International, elle est férue des droits humains, elle est connue par ses actions, parce que les autres n'étaient pas ça. Ben Soudan était un magistrat de Banjul, que je connais personnellement, qui est assez bien, mais je crois que la tâche l'a dépassé.
Je pense que justice a été rendue à l'Afrique, justice a été rendue à Gbagbo, et un appel est fait aux hommes et aux femmes de droit africains de se dépêcher de renforcer leurs compétences et leur volonté. Parce que si les tribunaux africains jugeaient correctement les chefs d'État qui mettaient à dos le droit et consorts, ils ne seront pas rendus à la CPI. À la CPI. Donc il faut éviter la subsidiarité en renforçant ses capacités. Voilà moi les leçons que je tire de cette juridiction. Maître, ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup, Emmanuel. Malheureusement, notre temps, Merci beaucoup. le temps qui nous était imparti donc, est achevé. C'est à nous de vous dire merci, Maître, pour avoir accepté notre invitation ce soir. C'était tout à fait normal. Je connais votre plateau. Je pense que je n'ai jamais refusé de m'asseoir. Merci, Maître. Voilà, merci toujours de la disponibilité. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, l'invité ce soir, je rappelle, est Maître Ali Ouédraogo, ancien magistrat et avocat. On vous dit merci de nous avoir suivis et rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission sur la brèche.